Allez. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on a commencé le débat pour tout vous dire. On est en train de passer en revue l'actualité, mais on va le faire avec vous en direct, mercredi 18 janvier. Parlons vrai avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes en spectacle, Oui. L'homme qui tua Moammar Kadhafi au théâtre de la ville d'Auxerre demain à 20h pour nos amis qui nous écoutent. Alors il y a la grève la journée, voilà. Et puis pour se changer les idées, on a un spectacle documentaire sur l'intervention française en moi Libye. j'avais prévu d'aller à Auxerre, mais il n'y aura pas de train, donc. Non mais il y a des gens qui habitent à Auxerre, donc pour les Auxerroises et les Auxerrois, si vous voulez connaître un peu plus du fonctionnement de la DGSE et de la France et de la Libye, c'est demain au théâtre d'Auxerre. L'homme qui tua Moammar Kadhafi, c'est votre spectacle. Laure Lavalette, bonjour, députée du Var et porte-parole du Rassemblement national à l'Assemblée, du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Clément Tougeron, analyste politique communicant au sein du cabinet Tilder. Bonjour Valérie. Et François Calfon, membre du bureau national du PS. Bonjour. PS, ça existe on vote encore. demain. Voilà. On vote demain, ça va être festif. Ancien, c'est le cas de le dire. Vous savez, vous allez voir, vous allez aimer le Parti socialiste. C'est un remake du Congrès de Reims avec les intrigues, la cocoé, tout ça. Enfin, ça vous nous raconterez. Ouais. Et vous avez été député, beaucoup de sujets dans l'actualité. Vous l'avez vu, c'est la une du Figaro, c'est repris dans tous les journaux, cette baisse de la natalité. Pourquoi fait-on moins d'enfants ? Il y avait eu le baby boom. Aujourd'hui, on peut parler, c'est quoi l'opposé ? Le baby pshit, le baby crash, le baby... baby crash. Le baby blues. Baby blues, peut-être. Pourquoi est-ce qu'on fait moins d'enfants ? Puis surtout, les conséquences sur les retraites. On va parler des retraites, de la CGT, entre autres, qui menace de coupures ciblées. Et puis, Thiès, ce drame, cet adolescent poignardé. Éric Ciotti qui dit qu'il faut en finir avec l'excuse de minorité. On va reparler de ce drame avec vous dans un instant. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, peut-être. Tiens, Alexis Poulain, c'est un coup de gueule qui vous est venu comme ça, rapidement. Non, c'est sur l'arrestation mise en scène de Greta Thunberg. Vous savez, cette activiste climat dévoilée d'ailleurs à Davos. C'est Davos en ce moment. Quand elle avait 13 ans, où elle avait commencé sa campagne pour le climat, ces vendredis de grève pour le climat. Et là, elle était aux côtés des manifestants pour cette mine de charbon à ciel ouvert en Allemagne, qui ravage les villages. Alors la lutte est noble, mais on voit une vidéo sortir où son arrestation, en fait, elle sourit avec les policiers, elle prend la pause et on voit les photographes autour et les caméramans qui filment cette mise en scène d'une arrestation parce que elle est connue mondialement et donc ça permet de mettre ça en scène. Ça pose deux questions, à la fois les policiers qui jouent le jeu, est-ce que c'est leur rôle en tant qu'agent de la force publique de faire ce type de mise en scène, elle-même très consciente puisqu'elle a son petit sourire sur la vidéo, on voit que tout se passe très bien pour faire ça, pour sans doute amplifier le message. Et puis la troisième question, c'est dans une ère où on parle beaucoup des fake news, de la désinformation, de la façon dont les gens se font avoir avec toute cette mise en scène de l'information. C'est d'ailleurs le sujet de la pièce, l'homme qui tua Moammar Kadhafi aussi. Ajouter de la désinformation à l'information de cette façon-là pour en jouer, pour faire de l'action climatique, moi ça me pose des questions. Je pense que ça dessert la cause plus que la servir. Et je pense que c'est dangereux parce que ça va encore davantage faire que des millions de personnes vont se détourner des médias en disant ils nous mentent. Ça va redonner une pièce finalement, un discours. Non, franchement. Elle n'est que mise en scène. Oui. Greta Thunberg n'est que mise en scène. Non, parce que je pense que son premier engagement était naturel et je pense qu'elle. Mais ça fait longtemps. Les cabinets de conseil sont passés par là. Mais alors, à charge pour elle n'a pas été arrêtée une fois, mais deux fois sur la mine de sel là, et elle fait de charbon d'ailleurs. À décharge quand même, du haut de ses 21 ans, puisqu'elle n'a plus 13 ans. Vous croyez qu'elle est toujours 13 ans. Mais non. Elle a opéré un changement stratégique qui est illustré par ça. Elle est maintenant pour le nucléaire. Et elle était, parce que la forme finit par tuer le fond. C'est bien le problème. Elle était bien sur une mine de charbon en Allemagne. En Allemagne, absolument. Et donc, moi, je souhaiterais que tous les écologistes, y compris en France, ceux qui ont l'air peut-être plus posés, quittent ce totem de l'antinucléaire et comprennent que la décarbonation, comme Greta Thunberg, comme Jean Covici, comme d'autres, passe par le nucléaire. Et d'une certaine manière,
il y a la mise en scène, c'est son fonds de commerce, et il y a le fond. Le fond, c'est qu'il faut arrêter les mines de charbon en Allemagne et convertir les écologistes. Et encore, des neurones connectés. La mine de charbon en Allemagne, c'est moins pire que d'importer du charbon comme on le fait actuellement pour Saint-Avold d'Afrique du Sud. Je rappellerai un chiffre d'Australie. Et comme ça, on peut tirer le débat. Tout ça en même temps. Un seul chiffre quand même. Un Allemand produit par l'arrêt du nucléaire suite à Fukushima 6 fois plus de carbone qu'un Français. Non, mais en fait, j'entends l'argument de dire oui, tout est mis en scène. Déjà d'une, les sujets politiques, il y a quand même une grande partie qui sont mis en scène. On le voit sur tous les politiques, que ça soit sur le sujet de l'écologie, sur le sujet des retraites, sur le sujet de l'économie. Et puis là où il faut quand même saluer, je crois, une forme d'action qu'elle a mis en place, c'est que on en parle énormément de cette jeune femme qui est en capacité aujourd'hui, eh bien, de mobiliser énormément derrière elle. Après, et là où je vous rejoins en revanche, c'est que cette mise en scène fait oublier complètement une partie du fond qui est que l'Allemagne est l'un des derniers pays européens à avoir des mines de charbon et que ça pollue énormément. Mais en attendant, qui aujourd'hui est en capacité de montrer ça du doigt réellement? Est-ce que demain, si vous avez par exemple Christophe Béchu, le ministre de l'Environnement français, qui dit à la télé « c'est pas bien », est-ce que honnêtement tout le monde en parle? Mais à part vous et moi, personne ne connaît Christophe Béchu, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est qu'aujourd'hui, il y a une partie des politiques qui ne sont pas en capacité de porter le fer sur certains sujets. Et heureusement qu'il y a parfois des personnalités qui sont en capacité. Alors personnellement, je n'aime pas énormément Greta Thunberg, mais je trouve que c'est plutôt valeureux de pousser un sujet en avant. Je pense que vous n'aviez ni la télé ni la radio toute l'année dernière. Ça a quand même été le grand programme de Marine Le Pen de bien dire que l'abandon du nucléaire avait été... Marine Le Pen n'est pas connue comme la plus grande écologiste de France. Faut être honnête. Excusez-moi, mais sur le nucléaire, énergie propre, décarbonée, qui nous rend souverains, si quelqu'un a bien porté ce projet-là, c'est bien Marine Le Pen. Et vous parliez tout à l'heure, on a quand même réouvert Saint-Avold en France. C'est quand même hallucinant. Parlons de Marine Le Pen. Habile transition, Marine Le Pen. Habile Bill. Clément Tougeron, c'est votre coup de zoom. Coup de zoom, j'ai pas un coup de gueule ou un coup de cœur, mais Marine Le Pen, quand on parle de Marine Le Pen et qu'on parle de Marine Le Pen et l'international, on se souvient un petit peu plus, alors je pense pas que ça vous fera plaisir, mais de la photo en 2017 avec Vladimir Poutine. Et Marine Le Pen est actuellement en Afrique pour une tournée importante, puisqu'elle ne l'avait pas faite depuis 2017, justement. Et dans une course à potentiellement les 2027, elle a besoin de se crédibiliser sur la scène internationale et de montrer que c'est une femme politique habile dans son sein politique en France, mais avec des solutions internationales, là où de plus en plus, les enjeux viennent de ce sujet-là. Elle garde la même lignée finalement que le Front National, qui est aujourd'hui le Rassemblement National, qui est de dire que les pays africains doivent avoir plus d'indépendance, plus de liberté. Malheureusement, c'est parfois en contradiction avec ce que le Rassemblement National a pu voter, notamment en 2021, avec le programme du Parlement européen qui était justement pour plus d'indépendance dans sa résolution dans les relations entre l'Europe et le Rassemblement National. Et enfin, un grand sujet qui est aux abonnés absents de la tournée de Marine Le Pen, c'est le sujet majeur de l'immigration qui n'est absolument pas évoqué parce qu'elle sait que ça ne fera pas forcément plaisir aux personnes qui sont en Afrique, alors même que Jordan Bardella dit très régulièrement que la France est l'hôtel de l'Afrique. Et donc, bien que cette tournée soit extrêmement importante, on peut se demander quelles vont être les répercussions politiques sur sa stature internationale. Moi, je trouve qu'on en entend très peu parler. Oui, encore vous en parlez parce qu'on ne savait même pas qu'elle était en Afrique. En tout cas, c'est bien. C'est bien, elle prend l'avion. J'ai entendu ce matin, puisque Patrick Roger... Là, elle est au Sénégal en ce moment. C'est bien, vous suivez sur Google Maps, nous on n'était pas au courant. À poser la question, effectivement... C'est pas un coup de zoom, c'est un coup de pub. Merci de montrer la stature internationale. Non mais merci de montrer la stature internationale de Marine Le Pen. De gagner des contrats quand avec le Rassemblement National. Quand vous parlez de cette fameuse photo, est-ce que c'était avant ou après qu'il y ait la photo de Sarkozy à Brégançon aussi, avec Vladimir Poutine? Tous les chefs d'État ont reçu, mais Marine Le Pen n'était pas chef de l'État. Et encore une fois, elle n'était pas chef de l'État, certes. Enfin, je veux dire, quand vous prétendez être chef de l'État, c'est normal d'avoir une stature internationale. Et là, effectivement, d'aller en Afrique, l'Afrique c'est 1,5 milliard d'habitants. Et effectivement, il y a quand même il y a un poids démographique qui est important, et elle milite pour qu'ils aient, vous le savez,
une place au Conseil de sécurité de l'ONU, place qui effectivement semble revenir de droit à l'Afrique. Place qui scandalisait Marine Le Pen en 2019 quand Emmanuel Macron a proposé de dialoguer un petit peu plus avec les Européens. On a toujours eu envie de dialoguer avec tout le monde et vous le savez. Mais merci pour pause coup de pub en tout cas. Non mais si ça pouvait, moi j'étais pas au courant de ce voyage, donc c'est très bien. Les voyages ça ouvre l'esprit, ça forme la jeunesse, c'est ça? La jeunesse, elle a le même âge que moi, donc vous êtes flatteur avec moi. Le point, il est tout simple, c'est que si ça pouvait permettre, d'abord à Marine Le Pen de comprendre que l'Afrique est une chance pour la France, parce que c'est le futur de la francophonie, et moi je suis très attaché à la francophonie, le pays francophone où il y a le plus de locuteurs de langue maternelle du français aujourd'hui, c'est le Congo, c'est plus la France, et en 2050, nous aurons une langue qui serait très forte. Si elle pouvait porter une idée que je porte d'une grande université africaine, française en Afrique, ce serait extraordinaire. Elle pourrait s'apercevoir d'ailleurs à quel point la Russie, avec Wagner et d'autres, la Turquie, n'ont pas de pudeur de gazelle avec l'Afrique en ce qui concerne la Chine, bien sûr, en ce qui concerne l'influence. Et elle pourrait comprendre enfin que, au lieu simplement de parler de rémigration, on pourrait développer des coopérations. Non mais je vais jusqu'au bout puisqu'elle veut avoir un rang de chef d'État. Développer des coopérations qui permettent aux jeunes Africains diplômés, le sont de plus en plus, de vouloir avoir un futur chez eux, que la France aide et installe, et non pas les regarder comme des détrousseurs de Français ou des agresseurs sexuels. Allez, 2 petites secondes, je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Calfon. Je pense que l'Afrique est avant tout une chance pour l'Afrique, avant d'être une chance pour la France, comme vous le disiez. Il faut effectivement... Pour le français, en tout cas, auquel je suis attaché. Non, mais il faut effectivement que tous ces diplômés, tous ces médecins aient envie de rester en Afrique, où ils sont évidemment le futur de leur pays. Jean-Philippe Tanguy, en tout cas ce matin, qui Patrick Roger demandait pourquoi Marine Le Pen n'était pas là au moment d'une grande manifestation qui s'annonce, nous a dit qu'elle rentrait demain. J'espère qu'elle aura un avion. Oui, elle rentre demain. Vous savez quand même que c'est pas dans notre ADN non plus d'aller manifester, d'aller dans la rue. Puis il y aurait une espèce de malhonnêteté intellectuelle à se retrouver dans la rue avec des syndicats qui ont voté pour l'artisan de la réforme injuste et de casse sociale. Parce qu'ils ne veulent pas. Allez, Vous savez que ça sera la bataille dans l'hémicycle. Voilà, 9h14 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Non, on va continuer. Pour l'instant, il y en a. Mais vous êtes censuré. N'ayez pas peur, je vous jure. Vous êtes censuré. Voilà. Non, mais on en a eu que 2. Il y a celui de François qui n'a pas été fait. Ne vous inquiétez pas. Et qui n'a pas peur, qui sait, qui est rassuré, en confiance sur Sud Radio. Tout le monde a la parole. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Nous continuons. Cher Laure, vous ne venez pas suffisamment souvent pour savoir que nous prenons du temps et que c'est un petit peu la particularité de l'émission. On a les grands thèmes et puis voilà. Donc Laure Lavalette, votre coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est un coup de tristesse même. Ouais. Jeudi dernier, c'était notre niche parlementaire. Alors pour les gens qui nous écoutent, la niche parlementaire, c'est qu'une fois par an, les oppositions ont le droit de choisir l'ordre du jour et de porter les lois dont ils ont envie de parler. Ça en dit beaucoup à la fois sur le parti qui pose les lois et à la fois aussi sur comment les lois sont reçues par les autres partis. Et j'étais rapporteur d'une loi qui proposait l'extension du droit de visite des parlementaires qui existe déjà pour les prisons et pour les hôpitaux psychiatriques. Je proposais d'étendre ce droit aux EHPAD et aux centres sociaux et médico-sociaux, notamment aux centres de protection de l'enfance et des enfants placés. On a tous en mémoire le scandale Orpea et l'excellent reportage de Monsieur Doria sur chez vos collègues en montant des dysfonctionnements de temps en temps majeurs dans les centres d'enfants placés. Et c'était une loi tout à fait transpartisane qui avait déjà été portée par un de vos collègues socialistes, qui avait été co-signée après une autre fois par des gens du MoDem, LR, du groupe Lyot. Enfin, vraiment, il n'y avait rien de plus transpartisan que ça. Ça n'était motivé que par l'intérêt général, le souci et de nos anciens et de ces enfants placés. Et d'ailleurs, votre collègue m'a dit, écoutez, votre loi est bonne. J'ai eu la même idée, mais comme c'est vous qui la portez, je ne vais pas la porter. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment la petite mort de la démocratie, quoi. Quand vous arrivez par dogmatisme et sectarisme à ne pas voter une loi, alors que vous l'aviez déjà portée. Vous aussi, le RN régulièrement ne vote pas des lois parce que... Non, mais je dis pas que c'est bien. Au contraire, ils reprennent
Ils reprennent les lois du... Non mais Valérie Expert, pas du tout. Nous, au contraire, de LFI, on ne regarde pas à chaque fois. Ça a vraiment été ce qui nous guide depuis le début. D'où vient l'amendement et qui le co-signe. S'il améliore l'intérêt des Français, nous le faisons. Voilà, donc une tristesse, et ce que je leur ai dit, c'est que tous ces gens qui n'ont pas voté la loi ont, à mon avis, perdu à tout jamais le droit de s'indigner sur ces juste un mot, il faut savoir que les EHPAD, ça continue. Enfin, la rapporteure des droits, la défenseur des droits, a sorti hier un rapport en disant que les pouvoirs publics n'étaient pas au niveau. D'ailleurs, je trouve que le timing est quand même moyen. Ils avaient déjà eu, tu me diras, Brigitte Macron qui avait dit un mot sur l'uniforme, donc peut-être que ce n'était pas pour les achever. Il n'empêche que ce timing était moyen. Il n'y a aucun rapport entre Brigitte Macron et les EHPAD, rassurez-moi. Monsieur Calfon, je vous laisse la responsabilité de votre blague. Je n'avais pas compris. Brigitte Macron avait dit qu'elle était pour l'uniforme. Souvenez-vous, c'était d'une des lois que nous proposions, ce qui a mis tout le monde un peu dans l'embarras. Et si le rapport de la défenseur des lois était sorti avant, peut-être que ça aurait aussi collé, j'allais dire, une saine pression à refuser ce sectarisme et ce dogmatisme que je regrette, mais ça a mis en lumière. Bon, en tout cas, sectarisme, dogmatisme, il y a un côté tambouille. Surtout vos collègues. Oui, mais il y a un côté tambouille parlementaire. Moi, ça m'intéresse pas tellement. Par contre, sur le fond... Attendez. Ce qui est plus intéressant, c'est le fond. C'est ce qui se passe. Le plus intéressant, c'est le fond. Je crois que, effectivement, ni Corian, ni Orpea, le scandale est fini, parce qu'il y a aussi des plaintes au pénal d'un certain nombre de familles. Je crois d'ailleurs que l'auteur du livre sur les EHPAD, dont vous allez me rappeler le nom... prépare un épisode 2 qui va raconter tout ça. Moi, à titre personnel, pour faire avancer le débat, c'est pas la position du Parti socialiste, c'est la mienne. Moi, je serais pour la nationalisation des EHPAD privés, parce que pour moi, faire du fric comme il est fait sur le grand âge est absolument scandaleux. Je connais moins la situation des établissements médico-sociaux, mais je constate tout de même, et ça c'est le PLFSS qui pourrait, que le taux d'encadrement, puisque c'est l'État qui pourvoit en aide-soignante, en infirmière ces établissements, n'a pas significativement augmenté, et donc il y a quand même une maltraitance institutionnelle au-delà des groupes qui font du fric dans ces établissements, et que le problème n'est pas réglé, bien évidemment. Oui, non, mais c'est pas réglé du tout. Ça continue. Je vois des témoignages en Dordogne où on demande aux aides-soignants de ne pas laver les jambes pour aller plus vite. Enfin, il y a toujours le problème de personnel qui perdure. Il y a eu ce scandale et visiblement ça continue. Et puis je vois aussi à l'instant quelqu'un qui tweet en disant: sinon ma fille de 6 semaines est hospitalisée à Paris pour bronchiolite. Et les infirmières sont obligées de trouver du scotch pour isoler les fenêtres des courants d'air glaciaux qui arrivent dans la chambre où il y a 3 bébés. Donc ça ne va pas non plus dans les hôpitaux. Enfin, il y a même ce manque de médicaments. Ça aurait aussi pu être un coup de gueule. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour ceux qui nous écoutent. Un député LFI a fait une bonne intervention en disant: il y a un vrai manque de... On va vous marier bientôt. Non, mais je veux dire, quand c'est bien, enfin, il faut le dire. Il faut dire qu'il y a quand même un vrai manque de médicaments. La 7e puissance mondiale arrive avec ça, c'est le problème de la souveraineté. Exactement, la souveraineté pharmaceutique, une pénurie d'antibiotiques qui est quand même nécessaire pour les bronchiolites. Ce à quoi Bruno Le Maire, quand même, a répondu en hémicycle: les antibiotiques, c'est pas automatique. Et là, effectivement, on se demande quel est le niveau de foutage de... C'est un vrai sujet, parce qu'il y a Michel Rivasi qui en a parlé au Parlement européen en expliquant que c'est pas seulement un problème de souveraineté, c'est aussi parce qu'on a laissé le secteur de la santé aux intérêts privés. Et c'est les labos qui ont abandonné des médicaments parce que peu rentables, et qui ont donc sous-traité la production, et qui font que derrière, et c'était d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui défendait un secteur nationalisé du médicament pour éviter ce genre de situation. Et on est en plein dedans, et ça va ne faire qu'empirer. Donc il y a un vrai sujet sur la fabrique du médicament, sur le contrôle par l'État d'un secteur de santé. Il y a une usine de paracétamol qui a été lancée, vous avez vu, mais ça va prendre 3 ans. Ça va prendre 3 ans, et puis on ne parle pas que du paracétamol là. Et la réindustrialisation, je suis désolé, tant qu'on aura des problèmes de monnaie surévaluée et de pays qui font du dumping, on n'aura jamais de réindustrialisation en Europe. Je pense que pour le coup, je suis d'accord sur l'objectif, mais pour le coup, ce que vous dites est faux. On a un levier essentiel. C'est que 80% des médicaments, de la valeur des médicaments, est achetée par l'assurance maladie. Autrement dit, par la puissance publique. Pétrole contre nourriture. On l'avait dit au moment du Covid, mais évidemment, c'est un moulin à parole, le macronisme. Rien n'a été fait. Pétrole contre nourriture. Vous voulez les remboursements de l'assurance maladie, vous réinternalisez, vous relocalisez la production des molécules essentielles en France, et je peux vous dire que ça, ils le comprendront. Ne nourrissons pas nous-mêmes le défaitisme industriel. J'entendais ce matin chez vos confrères de BFM Business le patron de Toyota France
à Valenciennes, Toyota produit depuis 20 ans des voitures, je leur fais pas la publicité, mais des voitures plutôt finalement d'entrée de gamme, donc même pas des voitures chères, parce qu'on dit les voitures d'entrée de gamme, on peut pas les produire en France. Et c'est cette année Toyota, entendez-moi bien. C'est le premier producteur de voitures en France, sur le marché français. Donc vous voyez, même quand il n'y a pas la contrainte, et il y a un levier essentiel qui est la commande publique sur les médicaments, on peut produire en France. Votre coup de gueule, François ? Mon coup de gueule, c'est le grand oublié de toutes les réformes, et depuis toujours, c'est l'emploi des seniors. Là encore, il est question de volontarisme. Quand on sait que cette réforme-là, si on augmentait simplement, et c'est pas moi qui le dis, c'est le très social-libéral cercle des économistes qui le dit, le taux d'emploi des seniors de 10%, c'est pas la mer à boire, hein, sachant qu'on est très en retard par rapport aux différents pays de l'Union européenne, nous réglerions le financement des retraites pour 15 ans. Or, que constate-t-on? Que le taux d'emploi des seniors en France est 2 fois plus faible qu'en Allemagne. Quand j'entends la droite, elle dit mais il n'y a qu'à repousser l'âge de la retraite, donc le taux mécaniquement augmentera. Donc c'est une vision très libérale. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une obligation d'emploi pour les personnes handicapées qui est très forte, avec une sanction de 6% de la masse salariale si les choses ne sont pas respectées. On pourrait parfaitement avoir finalement la même chose en France pour remonter ce taux d'emploi des seniors, mais encore une fois, c'est le MEDEF qui décide. Et donc, on fait des colloques sur l'emploi des seniors, mais on ne tire pas les conséquences d'une chose simple, c'est qu'en l'absence de sanctions, eh bien, vous avez quasiment la moitié des seniors qui ne sont plus en emploi, donc qui relèvent de l'assurance chômage. Donc le volontarisme, c'est de prendre acte, non pas pour repousser l'âge de la retraite du prolongement de la vie, c'est de prendre acte finalement de ces évolutions positives pour nous tous, pour maintenir et surtout permettre le recrutement, parce que c'est le grand parent pauvre des seniors en emploi. Oui. Alors hier, Gabriel Attal expliquait que serait vraisemblablement mis en place un système comme pour les personnes handicapées, avec une obligation de déclarer le nombre de seniors en entreprise, mais sans aucune Valérie, vous avez bien noté. Sans aucune contrainte. Vous avez bien noté. Moi, il y a 10 ans, je vais vous dire, il y a 10 ans, j'étais fonctionnaire au ministère du Travail. Il y avait déjà eu le premier plan emploi senior. Et le premier plan emploi senior, c'est mais vous n'aurez pas de contraintes. Il faut juste qu'il y ait une négociation au sein de l'entreprise ouverte avec des items de progrès type RSE, vous voyez, sur l'emploi des seniors. C'est vraiment se foutre du monde, pardon de le dire. Et je veux dire que le patronat se regarde dans la glace quand il fait ça, parce qu'en plus, suivant qu'on soit puissant ou misérable, dans les organismes patronaux, ils sont tous, c'est moi qui le dis, des hommes de plus de 50 balais, bien nés. Nous avons notre Sophie de Menton qui est... bien né. Et quand il s'agit des cadres ou des ouvriers, là, il n'y a plus rien pour l'emploi des seniors. Allez, on se retrouve dans un instant, 9h28 sur Sud Radio. On va revenir sur ce drame à Thiais et sur ces jeunes qui ont été arrêtés, qui sont des mineurs. Ils ont 15 et 16 ans. Celui qui a été tué avait 16 ans également. Et puis la baisse de la natalité en France, ça n'a jamais été aussi faible. On en parle dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, je voudrais qu'on parle quand même de ce drame qui s'est passé à Thiais, de cet adolescent poignardé pour aborder l'aspect... tout le monde a beaucoup parlé des rivalités, des bandes, de ces actes de plus en plus violents. Et donc je rappelle qu'un adolescent, hier, sa famille était invitée chez Cyril Hanouna, et donc qui reçoit quand même les gens qui font l'actualité. Il a une très bonne programmation. Et donc, il recevait la famille qui racontait que c'était un gamin qui, pour le coup, avait des bonnes notes et n'avait visiblement rien à voir avec cet affrontement de bandes. Ce matin, j'entendais Gérald Darmanin qui disait oui, c'est la responsabilité des familles et des parents. Sauf que ce matin, je vois que les délinquants, qui ont été arrêtés, présumés innocents pour l'instant, sont des gamins qui étaient en foyer. Pas de parents, pas de famille. Donc je renvoie à l'État la gabegie, l'incurie de la gestion des centres pour ados. Alors Gérald Darmanin ferait bien de se taire, parce que il faut savoir que la lutte contre la violence des bandes organisées est une des priorités du ministère de l'Intérieur. Comme d'habitude, du blabla, aucun résultat. Il y a les centres ouverts, on voit aussi la violence que sont ces centres et la gestion des choses.
Le rapport CVS, ce cadre de vie et sécurité, qui continue de faire état. Alors maintenant, les nouveaux chiffres qui sont pas vraiment mis à jour, mais on parle de 14 500 agressions hors cadre, donc ça fait 40 agressions à peu près avec armes par jour en France. On était sur 120, c'est plus les chiffres, on est sur 40. C'est proprement scandaleux, cette insécurité, cette violence sociétale, parce que c'est au-delà du fait divers. Là, on est vraiment dans quelque chose où il n'y a pas une journée, une semaine sans une attaque au couteau, sans une violence qui aurait pu être évitée. Derrière, c'est quoi? La déresponsabilisation encore de l'État, c'est la faute aux familles. Alors oui, il y a une responsabilité bien sûr dans l'éducation des familles, mais qu'on arrête de monter des bidules et des trucs et de dire que la lutte contre la violence des bandes organisées est une priorité du ministère de l'Intérieur. Quand on arrive là et qu'on est ministre de l'Intérieur, soit on se tait, soit on prend acte et on fait quelque chose. Mais sur le cas précis, quand il dit c'est la responsabilité des familles, certes les familles ont évidemment une immense responsabilité. Il a tort, et encore une fois c'est une fake news de Gérald Darmanin, mais il y en a plein. Mais là en l'occurrence ils étaient en foyer, donc c'est la question de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. La question de l'ASE, c'est justement tout d'abord c'est un drame qui s'est déroulé et il n'y a pas une polémique outre mesure pour le respect des familles d'abord. Et ensuite il y a un autre sujet, le sujet que vous abordiez Valérie, c'est l'ASE. On a un vrai problème sur l'ASE parce que ce sont des enfants qui vivent à la base des traumatismes, des grandes difficultés, qui sont transbahutés de famille en famille, sans jamais des solutions qui puissent durer dans le temps, et puis surtout aussi beaucoup trop peu de places d'accueil, et donc des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, et donc un accompagnement qui devrait être beaucoup plus important, qui ne l'est pas parce que l'État ne se donne pas les moyens. Il y a un certain nombre de rapports qui ont été donnés qui sont extrêmement compliqués, on ne donne pas en effet les moyens au département, et donc c'est l'un des sujets sur lesquels les ministères devraient travailler beaucoup plus, parce qu'on ne peut pas juste dire il y a de la violence après, mais il y a aussi une responsabilité de l'État en amont. Ce qui est vrai, c'est quand même que la personne qui parle et qui est en responsabilité devrait quand même, parce que le phénomène des bandes et des rixes, c'est quand même pas un petit phénomène. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'était dans le département du Val-de-Marne. Mais ne serait-ce que j'entendais le vice-président du département de l'Essonne, 25% des rixes entre bandes en Essonne. Il y a eu un plan qui a été annoncé, etc., etc. Et comme d'habitude. Nous avons quand même toujours, finalement, sur le plan sécuritaire, un défaut dans la raquette. Je dis pas que c'est facile, non. Mais on a un problème majeur, il n'y a pas de réponse sécuritaire normale, et vous avez raison Valérie, c'est des gosses qui crèvent à l'arrivée pour des raisons futiles. Ça c'est la première chose. Et la deuxième raison, moi je ne suis pas, d'ailleurs je n'exonère pas la responsabilité parentale quand elle existe. Et je pense qu'il y a un vrai sujet notamment qu'il ne faut pas aborder que sur le plan sécuritaire, mais aussi social, c'est que dans beaucoup de quartiers, il y a des mères célibataires, c'est comme ça, c'est un phénomène énorme, qui travaillent et qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Donc l'aide à la parentalité, alors c'est vrai que c'est pas sexy, tout de suite je sens que tout le monde s'endort, est un sujet tout à fait majeur. Enfin, il y a, et c'est pas seulement l'État, soyons justes, je suis pas en défenseur, j'essaie juste d'être juste, il y a la question de l'aide sociale à l'enfance, qui est dans certaines majorités départementales. Je prends par exemple le cas des Hauts-de-Seine que je connais bien, quand vous avez un conseil départemental qui, au lieu d'ouvrir des foyers, paye parce qu'ils ne veulent pas de foyer d'aide sociale à l'enfance dans ces belles communes, paye des nuitées d'hôtel à des gamins sans aucun encadrement. Je trouve ça tout à fait lamentable. Et là, en l'occurrence, c'est la majorité départementale dans les Hauts-de-Seine. J'en donne un exemple, mais c'est très disparate suivant les départements et leur majorité. C'est bien le problème de la disparité, mais vous voyez quand même à quel point la proposition de loi que je portais jeudi était pertinente, parce qu'effectivement, elle aurait pu pointer du doigt des dysfonctionnements majeurs. Là, pour revenir à ce fait divers, je pense que Darmanin fait du Darmanin. Effectivement, c'est une cause majeure de son quinquennat, mais il n'y a aucune volonté politique qui est faite. Il y a aussi ce problème, mine de rien, quand même, de rapport à l'autorité, de rapport à l'ordre aussi, et de l'école. Il y a quand même un moment où il y a forcément des défaillances. Ne peut pas tout, bien évidemment, mais dans la mesure où, effectivement, comme vous le disiez, des mères célibataires, enfin, je suis d'accord, l'école ne peut pas tout, et d'ailleurs, l'école, sa mission première, c'est d'instruire et pas d'éduquer. L'éducation revient, évidemment, aux familles. Il n'empêche que... C'est pour ça qu'il y a un sujet d'aide à la parentalité, parce qu'il y a un défaut majeur. Ça, bien sûr, mais vous parliez tout à l'heure de gabegie. Moi, j'ai visité, il y a 3 jours, un centre de la protection judiciaire
ministère de la Jeunesse, donc un centre ouvert. Je rappelle quand même que ça coûte à peu près entre 500 et 600 euros par jour et par enfant pris en charge. Donc oui, quand vous disiez que ces gens-là étaient, enfin ces auteurs des délits étaient dans un centre, alors c'était pas de la protection judiciaire, c'était de l'ASE, non, c'était pas de la PJJ, mais je veux dire, c'est quand même un modèle qui se duplique un peu. Et effectivement, le département, c'est la protection de l'enfance. Donc il n'y a aucun moyen coercitif déjà pour les garder dans ces centres-là. J'ai un exemple très simple, les mineurs non accompagnés qui sont arrivés à Toulon de l'océan Viking, en 24 heures, ils avaient pratiquement tous disparu, alors qu'ils étaient sous la protection du département et la protection de l'enfance. Il n'y a pas de mission de police de l'ASE non plus. C'est pas forcément une mission de police, mais une mission de protection. Et avouez quand même que c'est ténu quand vous avez des enfants de 13 ans qui sont dans la nature. Écoutez ce que disait Éric Ciotti hier à propos de ce qui s'est passé. Il y a une forme de non-réponse ou de délai de réponse trop long, quels que soient les textes qui ont été votés. Pour les mineurs délinquants, il faudra changer une fois pour toutes, supprimer cette excuse de minorité. Quand il y a des actes qui dégénèrent si fortement, il faut appeler à une plus grande fermeté. Voilà. Mais ça veut dire quoi du coup rabaisser jusqu'à quel âge? Il veut mettre des enfants de 11 ans en prison. Voilà. Non, mais quand j'entends Gérald Darmanin toujours ce matin dire à 15 ans on est un enfant. Il faudrait qu'ils sortent un petit peu de la place Beauvau. Mais alors, attendez, regardez. On en fait quoi de ces enfants ? Il n'y a pas assez de place en prison, il n'y a pas assez d'offres. Justement, Marine Le Pen avait une très bonne mesure, un centre fermé dans tous les départements, ce qui n'est pas le cas. Je trouve qu'on a un peu le débat à l'envers. On a eu un débat très intéressant, et on n'est pas forcément d'accord, sur finalement les démissions collectives de différents services publics, et y compris de la responsabilité parentale. Et il y a toujours cette espèce de mesure totem de la droite et de la droite qui évite tout débat, qui est mesure miracle, on va abaisser la majorité. C'est vrai que ça s'entend. Au Café du Commerce, c'est très bien. Mais est-ce que profondément... Non, mais attendez, j'ai pas fini. Est-ce que profondément, ça va régler le problème de la parentalité? Est-ce que profondément, ça va régler le problème de l'ASE? Est-ce que profondément, ça va régler le problème de la PJJ? Et est-ce que la réponse d'une société comme la nôtre, c'est de dire on va foutre, comme au Brésil ou ailleurs, tous les enfants en prison et rouvrir les maisons de correction? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le modèle qui va fonctionner? Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de sujet tabou, mais je voudrais pas que ce soit le totem, le symbole qui masque en fait une sorte de grande démission collective par rapport à la façon dont la jeunesse est formée. Alexis n'a pas beaucoup parlé sur le sujet. Parce que c'est un sujet, je suis d'accord que c'est pas une mesure magique, mais ça permettrait peut-être d'encadrer davantage ces jeunes. Parce que derrière... mais les sanctions sont pas appliquées ni applicables. L'idée, c'est pas de les mettre en prison, c'est peut-être d'avoir les moyens nécessaires pour la PJJ. Quand vous dites abaisser la majorité pénale, la politique, c'est les symboles, on l'a dit tout à l'heure, dans l'esprit des gens, c'est on va mettre les sauvageons en prison. Mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer, il n'y a pas de place en prison. Donc on va pas rajouter en plus des jeunes. Donc c'est de la com qui a fait Ciotti. C'est pour ça que c'est pas ça qui est intéressant, c'est évidemment en amont comment on traite ça et surtout comment on fait. Enfin, quand on arrive à un tel degré de violence à un âge si jeune, qu'est-ce qu'on devient? Non mais qu'est-ce qu'on devient? C'est pas ça la question. Il y a une vie devant. Qu'est-ce qui se passe après? Et là, je vois aucune solution. C'est-à-dire qu'on peut parler réinsertion. Après ça aussi. Je veux dire, il y a effectivement tout le volet prévention. Mais il y a la prévention, mais il y a la suite. Qu'est-ce que vous faites? Ça voudrait dire que. Non, mais je veux dire, en tant qu'homme de gauche, ça voudrait dire que je ne crois qu'en la prévention. Je crois aussi à la répression. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des parcours de pré-délinquance, de délinquance, de post-délinquance. Vous pouvez pas. C'était le sens de l'ordonnance de 45. Vous pouvez pas dire le gars, il a fauté. Alors bien sûr, le meurtre, il doit être sanctionné avec toute la fermeté nécessaire. Évidemment. Et donc, à vie, on le jette à la poubelle, c'est un délinquant. J'ai une société un peu mature, mais j'ai pas dit que vous le disiez. Je veux dire, une société mature doit pouvoir mobiliser l'ensemble des dispositifs. Et en tout cas, si on est une société qui croit en son futur, eh ben, on peut pas dire, d'un trait de plume, d'un trait de crayon, toute une génération est à mettre au rebut. Ça, c'est pas toute une génération n'est pas des délinquants non plus. Calfon a complètement raison, c'est que ça ne va pas être la solution miracle à tous les sujets. Et beaucoup de politiques disent, oui, mais si il y a des sanctions, si les personnes savent qu'il y a des sanctions, ils ne feront pas. En réalité, aujourd'hui, est-ce que vous allez voir un enfant de 14 ans et vous lui dites, si vous faites ça, quel est le résultat, quelle est la réponse pénale? Il est en incapacité de vous le dire, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Après, il a une notion... Surtout, il s'est déjà peut-être fait arrêter 10 fois et il ne s'est rien passé. Et puis, c'est des personnes ils n'ont parfois même pas la maturité de comprendre la sanction. Donc, ça n'est pas... Ils ont la maturité de tuer, mais pas de comprendre la sanction. Oui, c'est ça. J'avais l'anecdote d'un responsable politique dans un débat hier qui disait cette chose-là, c'est que le procureur de la République, suite à un délit relativement grave, d'atteinte aux personnes d'un jeune,
Le procureur a dit tu relèves d'une sanction, puisqu'elle relevait de sanction, la jeune femme, c'était une jeune fille, de 6 mois de prison avec sursis. Et la fille n'a pas réagi. Et le procureur, pour blaguer un peu, pour évaluer sa maturité intellectuelle, lui a dit « Et moi, je rajoute, on te supprime ton portable pendant 1 an. » Et là, la fille a explosé. Non, mais ça a l'air drôle comme ça. Non, mais c'est pour vous dire... Voilà, quand je parle d'éducation, c'est pas parce que je suis contre les sanctions, je suis pour les sanctions. Mais on est même à une forme de désocialisation qui est de ne pas comprendre les règles, y compris les sanctions en règle. Et c'est pour ça que je dis que... C'est pour ça que je suis pas d'accord avec Monsieur Ciotti, qui n'est que dans le symbole. Franchement, on peut se faire plaisir dans les débats publics à être toujours plus dur, mais ce qu'on voudrait voir, c'est que le nombre, finalement, de ces rixes mortels diminue, donc répression, bien sûr, mais aussi que cette décivilisation, parce que j'ose le mot, c'est une forme de décivilisation, puisse être corrigée par, j'allais dire, un arsenal de mesures allant de la prévention à la répression. Je les oppose pas, moi, personnellement. Il y a quand même un petit souci d'ensauvagement quand même et de violence qui est quand même de plus en plus grande, et on peut pas regarder ça les bras croisés. Je pense qu'il faut quand même, vous voyez, que les voyous aient une triple certitude, celle d'être arrêtés, qu'une peine soit prononcée, et que la peine soit quand même exécutée. Et il faut réfléchir sûrement aussi à notre modèle pénal avec ces nouveaux phénomènes de bandes. Alors c'est pas nouveau, mais il y a quand même une explosion. Non, mais il y a quand même une explosion. Je visitais un commissariat il y a pas très longtemps où les policiers me disaient qu'ils avaient du mal à appréhender de temps en temps dans une cité une personne, parce que d'un coup il y en avait 40 qui arrivaient, qu'il n'était que 8 qui n'arrivaient pas à l'appréhender. La violence en réunion, c'est un facteur aggravant. Bien sûr, mais pause. Mais je pense qu'un enfant de 16 ans maintenant n'est pas quand même l'enfant de 16 ans tout naïf qu'il était il y a quand même 30 ans. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, on parlera de la natalité une autre fois, parce qu'il y a un sujet qui agite beaucoup les réseaux sociaux. C'était hier, c'était le congrès de la NUPS. Non, pas le congrès, c'était un meeting. Les COPS, les congrès. Meeting de la NUPS. Alors, je vois beaucoup sur les réseaux, vous avez aimé Sandrine Rousseau, vous allez adorer Marine Tondelier. Je vous propose de l'écouter. C'était donc hier. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire? Sérieusement. On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond il crée de l'emploi, non. Celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. On nous dit que nous devrions être fiers d'avoir un géant LVMH made in France, mais les amis, Bernard Arnault a demandé la nationalité belge pour que ses enfants ne payent pas de droits de succession. On nous dit qu'il ne faut pas faire fuir les talents, mais ceux qui ont besoin de plus d'1 milliard, ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes. Voilà, donc ça fait évidemment beaucoup réagir. Juste lui dire à Marine Tondelier que s'il n'y a pas de patron, on va pas forcément de milliardaire, mais s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé non plus. Hein. Non mais attendez, non, ça dépend, parce que vous avez l'autogestion, c'est tout à fait possible, ça a été vu. Je pense qu'il y a un courant de pensée de l'anarchie politique qui est tout à fait sous-estimé. On peut créer une entreprise sans patron. Alors moi, je suis un peu impressionné parce que je connaissais pas Marine Tondelier. Pourtant. On nous avait dit qu'elle était un peu plus mesurée. Voilà, c'est ça. On m'a dit, mais ça y est, François, Sandrine Rousseau était sèchement battue chez les Verts. C'est la branche social-démocrate, vert modéré, etc., qui l'a emporté. Là, Marine Tondelier, elle a explosé les compteurs. Donc moi, je suis pour la répartition juste de la richesse. Ça s'appelle l'impôt, etc. Par contre, elle a dit dans une même phrase qu'elle voulait plus de milliardaires. Bon, très bien, pourquoi pas. En France. Et que ce sont des vampires. Bon, si vous voulez, je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans le pur manichéisme qui finalement renvoie la gauche au bisounours des bons et des méchants. Il y a d'autres problèmes à traiter. Ensuite, moi, le critère, alors oui, l'évasion fiscale, c'est un problème. Hein, c'est 80 à 100 milliards par an. Mais le critère, c'est quand même la valeur ajoutée au sens propre du terme, la production en France qui est apportée. Moi, je suis pour que la famille Arnault, je vais vous dire exactement, pour être très précis, paye les impôts en France. Et ils en payent, je crois, pas mal. Ils en payent pas mal. Et je pense qu'ils produisent en France. Et il me semble que dans le luxe, c'est un des rares secteurs qui participent au commerce extérieur, que la maroquinerie, que le parfum. Ils produisent en France. Hein, ils ont fait leur journée portes ouvertes pour montrer la... Donc voilà. Donc moi, je sais, je pourrais rajouter un coup de gueule contre cette gauche finalement hors sol, bisounours, qui éloigne les travailleurs, ceux qui ont la question sociale chevillée au corps de la gauche pour aller à des horizons plus sombres. Et toujours ce côté
côté aussi très négatif quand même de la France. On parle d'LVMH qui est devenu le premier groupe qui est en tête du CAC 40. Alors ça veut dire que ça fonctionne, que ça... Les 4 plus gros groupes de luxe au monde sont français. Cole, vous avez L'Oréal, LVMH, Kering et le dernier, Richemont, pardon. Et donc, du coup, vous avez une spécificité française. Sur ce sujet-là, plus sur un sujet plutôt que le fond, parce qu'en face, nous avons des politiques qui le maîtrisent mieux que nous. On est à la veille d'un combat social qui s'annonce pour la gauche extrêmement important. Et ce meeting donc de la NUPES était l'objectif pour eux, un objectif de galvaniser des troupes et de donner leurs revendications. On a eu donc plus de milliardaires. On a eu aussi un délégué de la CGT qui dit que ils veulent une retraite à 50 ans à taux plein et plus de 2000 € par mois net. En effet, c'est le folklore parce que l'objectif, c'est de faire une communication positive sur les avancées sociales qu'ils demandent. En réalité, je crois que c'est plutôt contre-productif parce que de telles mesures paraissent invraisemblables et peuvent parfois réfréner une partie de la population qui se dit finalement, moi je ne me reconnais pas dans cette situation politique qui va toujours beaucoup plus loin. Et donc, à mon avis, le message, c'est l'extrême gauche. Demandé. Voilà, très simplement. C'est surtout, je pense que c'est à l'image de ce qu'ils sont. C'est des écolos dingos, c'est ceux qui aiment pas la France, qui aiment pas nos institutions, Non, mais c'est un peu ce qu'on vit. Et c'est vrai que finalement, ce genre de meeting retransmis montre à la France entière ce qu'ils sont vraiment, finalement, parce qu'ils auraient pu faire ça en catimini. On aurait pu ne pas le voir. Là, on voit à quel point ces gens-là sont complètement déconnectés et puis dangereux. Il y a une forme quand même d'extrémisme dangereux dans leurs propos et on le voit tout à fait à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui sont observateurs, on voit bien leur hystérie, même, j'allais dire, certains sujets. Et simplement sur les grands patrons, sur les milliardaires, je vous rappelle quand même qu'ils n'ont pas voté notre taxe sur les super profits, donc ils ont quand même une bonne schizophrénie politique. On s'attarde toujours sur les caricatures, le fait que voilà, vous avez Sandrine Rousseau qui a toujours une petite phrase, maintenant il y a Marine Tondelier qui rentre dans l'arène, ça va être phénoménal. La question qui se pose, c'est celle finalement du pouvoir, de la répartition des richesses, c'est aussi de la démocratie en entreprise. Pourquoi dire des choses comme ça? Pourquoi? Parce qu'on est en meeting, parce que ça galvanise, parce qu'on va dire des trucs. Mais c'est stupide. Je pense qu'il se lève en pensant au grand capital. Potentiellement oui, mais la question du milliardaire, c'est pas parce que vous avez plus de milliardaires dans un pays que le pays va mieux. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent, à quoi il sert, qu'est-ce qui crée de l'emploi, la richesse. C'est le débat le plus intéressant. Laissez terminer Alexis, bien sûr. Et cette question-là, c'est celle du pouvoir et des contre-pouvoirs, parce que l'idée d'un milliardaire qui va, comme Jeff Bezos ou comme tous ces milliardaires américains, investir dans l'espace, enfin faire des choix de philanthropie qui sont pas forcément des choix pour le bien commun. Non, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce que c'est nécessaire qu'un bipède soit aussi riche si c'est pour faire diffuser? Vous me faites ma transition parce Attendez, mais laissez terminer Alexis. Et donc, ça sert à rien de vouloir interdire les milliardaires, il y en aura toujours. C'est comment on fait en sorte que cette fortune serve à quelque chose et pas seulement à créer un métavers, à investir dans des trucs qui servent à rien et pour se faire plaisir. Donc la question, elle est mal posée, encore une fois. Il y a derrière le côté meeting, il faut pas non plus enlever ça. C'est pour ça que c'est caricatural. Mais la vraie question, c'est à quoi ça sert un milliardaire? Je suis d'accord, c'est une vraie question. Non, mais alors, du coup, ça sert à créer de l'emploi? Pas forcément. La réponse, moi, je suis d'accord avec votre... parce que c'est ça le débat intéressant. Pour ce qu'elles font. Est-ce qu'on a besoin de pouvoir remplir 10 000 vies avec ce qu'on gagne dans une vie? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accès à un confort matériel qui vous met à l'abri, et y compris, je peux comprendre, qui met à l'abri vos enfants, on a rempli 10 vies. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, il y a une tradition aux États-Unis qui n'existe pas en France. Il faut bien le dire, le capitalisme des Français n'est pas là-dedans. Bill Gates, qui est quand même le bon exemple, il a renoncé à 90% de sa fortune. Et vous regardez l'aide publique au développement, enfin l'aide privée au développement en Afrique, notamment en Afrique australe, c'est Bill Gates, c'est la fondation Bill et... Oui, mais attention, avec du recyclage d'argent sur l'achat de terre, d'accord, mais on peut toujours être dans le complot. Non, c'est pas le complot. Arrêtez de dire c'est le complot. Attends, la fondation Gates, c'est aussi à faire de l'argent. Laissez terminer François. Vous êtes passionné, je le suis aussi. François Calfon. Voilà. Donc ça, c'est vertueux. Malheureusement, le capitalisme qui se réinvente à chaque fois, y compris dans la tradition américaine, il y a une fiscalité sur l'héritage beaucoup plus forte que chez nous.
nous, puisque dans la logique américaine, c'est un libéralisme pur. Je gagne de l'argent parce que je fais, et ensuite je le redistribue. Ça va pas être transmis aux générations suivantes. Ensuite, ça renvoie à quelque chose qui est intéressant, c'est l'impôt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a rempli ses obligations, quand on a de quoi vivre 10 vies, oui, il doit y avoir une socialisation des profits. Et là où je vous suis, parce que c'est pas c'est la guéguerre RN NUPES. Mais le NUPES aussi et la gauche, il y a un moment donné, notamment dans les super profits de crise, parce que ça existe, la socialisation de ceci, le rapport Oxfam, et je pense que... Vous auriez voté notre amendement, vous, monsieur Calfon. Mais attendez, le débat de fond, c'est très bien que vous ayez des positions de gauche, parce qu'en réalité, sur la partie sociale, vous avez des positions de gauche, tant mieux pour vous. C'est l'intérêt des Français qui nous guide, tant mieux. Moi, je suis pas dans la politique. Là, je suis pas dans la politique politicienne. Mais il va falloir aussi qu'on réhabilite le bon impôt. Il y a le mauvais impôt comme le cholestérol et il y a le bon impôt. Et le bon impôt, il doit permettre tout cet argent qui ne va servir strictement à rien de le réinjecter dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait sociale à l'enfance, les hôpitaux, c'était un bon débat. Voilà, je suis pas d'accord, ça fait rêver aussi d'essayer d'aller dans l'espace. Il y a bien les premiers aviateurs. Et oui, l'erreur philosophique. Exactement, je suis d'accord. L'erreur philosophique. Un certain nombre d'avancées technologiques et s'il n'y avait pas eu l'espace. C'est extrêmement important. Pour revenir à la déclaration. Non, mais on peut pas revenir. On peut pas revenir, mais on revient demain. Moi, je suis pour répartir la richesse qu'on crée. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est que ça crée de la richesse. Et quand elle dit, moi, je suis pas contre la création de richesse. Allez, merci à tous les quatre. Débat animé. On s'est un peu mis d'accord quand même. Et dans un instant, l'émission Média.